Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud Brachetti. Je suis coach agile chez Xebia. Je fais de l'agilité depuis plus de 10 ans et depuis bien 3 ans, je fais principalement en fait de la transformation d'entreprise. Voilà ce qu'on appelle beaucoup en ce moment agilité à l'échelle. Comment on peut apporter tous les bénéfices de l'agilité qu'on va retrouver sur des petites équipes, monter ça au niveau de l'entreprise en conservant un maximum de bénéfices. Donc aujourd'hui chez Xebia, en fait, on constate un réel intérêt et un intérêt croissant des entreprises pour tout ce qui est agilité à l'échelle, transformation globale des entreprises sur les principes de l'agilité. On le voit principalement parce qu'on a énormément de demandes de formation. Le training est un excellent indicateur sur les tendances qui intéressent les entreprises. Et chez Xebia, on a énormément de demandes autour de l'agilité à l'échelle. On a des demandes autour de conseils pour réfléchir avec les entreprises. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut fonctionner dans leurs organisations? Et bien sûr, on a énormément de demandes de lancement de pilotes. Il faut essayer sur des plannings qui sont en général très serrés. Il faut démontrer qu'on arrive à faire fonctionner ce type de modèle dans la structure de l'entreprise, de l'organisation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas de voir les pilotes en fait, c'est de voir ce qui se passe après. Les pilotes, en général, on arrive à réussir les pilotes assez facilement parce qu'on est dans un contexte qui est favorable à la réussite. Moi, ce que je voudrais voir avec vous et partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe après et pourquoi une entreprise qui a réussi son pilote se retrouve très souvent engluée dans une transformation, ce qu'on appelle généralement une généralisation du pilote, avec énormément de difficultés qui apparaissent, qui n'étaient pas prévues, qui n'avaient pas été vues dans le pilote. Donc c'est ce qu'on va essayer de parcourir et de voir aujourd'hui. Donc juste pour planter le décor, pour avoir une vision de l'évolution en fait de l'agilité, en fait, on a début des années 2000, on a ce qu'on va appeler l'émergence des principes, les principes des personnes qui se rendent compte qu'il faut changer quelque chose dans la réalisation de projets logiciels, qui a beaucoup de dysfonctionnements, et qui essayent d'imaginer quelque chose, des façons de faire qui sont différentes. 2005-2010, les dates sont peu précises, on a ce qu'on va appeler une expérimentation. Les entreprises vont s'intéresser à ces nouveaux principes et vont essayer sur des projets qui sont peu stratégiques, des projets internes, des petits projets. On est curieux, on essaye de voir ce que peuvent donner ces nouveaux principes. Suite à ces expérimentations, force est de constater qu'il y a eu quand même pas mal de réussites, qu'il y a eu une validation de l'intérêt de ces méthodes, et on passe en fait sur une phase d'adoption de l'agilité, donc que j'ai évaluée début 2010 et qui se déroule encore aujourd'hui dans certaines entreprises, où là, on va dire, il y a des choses qui fonctionnent, donc on va utiliser ces principes-là, on va utiliser la philosophie et les grands principes de l'agilité pour faire des projets qui sont des projets phares, qui sont des projets stratégiques pour les entreprises, qui sont des projets de plus grande taille en fait. Le problème, c'est que quand on arrive à ce stade-là, très vite, on se retrouve confronté à la problématique de l'importance des projets, du nombre de personnes qu'il faut pour travailler sur ces projets. Allô ? J'ai plus de son. Si. Des dépendances qu'on va avoir entre ces différents projets, et on se rend compte qu'on a certaines difficultés à gérer cette problématique avec les méthodes standards qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on a utilisées pendant la phase d'expérimentation. Et c'est là que commencent à apparaître de nouveaux frameworks qui
tente à donner des pistes de solutions pour gérer cette problématique. Donc on parle bien de framework, on parle bien de pistes. Il n'y a pas, comme on entend souvent parler, de méthode à proprement parler. C'est des boîtes à outils dans lesquelles il faut savoir aller chercher ce qui est nécessaire, ce qui va nous aider à résoudre les problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Et ça, c'est depuis 2 ans, c'est dans cette phase-là, en fait, les entreprises commencent à rentrer dans cette phase-là et à se poser des questions là-dessus. Et la phase suivante, ben, c'est la généralisation. C'est comment je rends l'ensemble de mon entreprise agile. Donc voilà. Donc ce que je vais vous présenter, en fait, dans une première partie, je vais faire une liste des problèmes qui peuvent apparaître. Et comme je le disais, après le pilote, des problèmes qui ne vont pas être forcément vus par le pilote, mais qui vont se déclarer une fois qu'on cherche à généraliser. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on généralise, ben, on va bien au-delà de l'IT et du métier qu'on a généralement touché pendant le pilote, mais on va avoir des problématiques qui vont se généraliser. On va avoir des problématiques autour du management et du changement de rôle du manager. On va avoir des problématiques de ressources humaines avec les plans de carrière et tout l'impact que ça va avoir sur l'ensemble des rôles de la société, des problématiques de gouvernance autour des projets, de la priorisation au plus haut niveau, les achats, comment on contractualise avec nos prestataires, quels sont les impacts de la contractualisation sur l'agilité, des problématiques de logistique, parce que forcément, on travaille avec un nombre important de personnes, donc il faut la logistique qui est adaptée, et on ne peut plus bidouiller parce que ça coûte très cher et ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier, dans certaines entreprises, le volet social, avec les instances représentatives du personnel qui peuvent être un frein et qu'il faut savoir embarquer. Le système d'information, on a souvent des legacy qui sont lourds et qui sont difficiles à marier avec des principes d'agilité et l'intégration du métier. Donc en commençant par le management. Quand on fait notre pilote, on touche une sous-couche du management, parce que le pilote, en fait, a un périmètre qui, en général, va être relativement limité, et on va travailler avec des managers qui sont des managers opérationnels, qui, en général, maîtrisent relativement bien ce que c'est que l'agilité, mais en tout cas, connaissent, en fait, le métier des personnes qui sont en dessous, et on arrive assez facilement à les embarquer et à leur trouver un rôle dans le modèle. Le problème, c'est que quand on généralise, ce n'est plus ces managers de premier niveau qu'on touche, en fait. On va toucher tous les managers de l'entreprise jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Et là, on se retrouve avec des personnes qui avaient l'habitude de dire « oui, passer à l'agilité, fonctionner agile », mais c'est quelque chose qui ne les avait jamais amenés à changer eux-mêmes. En généralisant, on va demander à ces personnes-là de changer leur culture, changer leurs demandes, changer leur façon de percevoir et d'exprimer leurs besoins. Et là, ben, on se retrouve confronté à un certain nombre de problèmes, qui est il faut accéder à ce top management, il faut qu'il accepte de se faire accompagner, il faut accepter en fait toute cette difficulté et d'amener ce changement de façon complètement globale. Et ça, c'est une difficulté qui est très importante quand on va généraliser le modèle. Les ressources humaines, ben, quand on va généraliser, en fait, quand on est sur le pilote, en général, les ressources humaines ne sont pas forcément impliquées, puisqu'encore une fois, on est sur un petit périmètre, on est sur une expérimentation, on touche relativement peu de personnes. Le seul problème, c'est que quand on va généraliser, c'est l'ensemble de la structure de l'entreprise qui va être impacté. On va avoir des nouveaux rôles qui vont apparaître,
et ça ne va plus être des rôles sur un sous-ensemble de personnes, mais ça va être des rôles qu'on va appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il va falloir sûrement redéfinir des fiches de poste, retravailler tout ça. On va en venir aux instances représentatives du personnel, puisque ça va sûrement impacter les instances représentatives du personnel qui vont devoir donner leur aval. Et il y a aussi un autre point, c'est, comme on a dit tout à l'heure, on touche les managers à tous les niveaux. L'agilité vise à diminuer les strates managériales, donc impacte un changement dans le rôle du manager, ce qui veut dire qu'au niveau RH, et de façon assez profonde, il va falloir être en mesure de définir des plans de carrière qui soient différents que le standard « je monte dans la hiérarchie ». Donc il faut offrir à tous les collaborateurs des perspectives d'évolution, mais qui ne seront plus forcément des perspectives d'évolution qui sont des évolutions hiérarchiques. Et ça, c'est un changement en profondeur qui doit être fait au niveau des ressources humaines. Et puis il faut bien sûr, ce qui est marqué là, c'est qu'il faut gérer les personnes qui n'adhèrent pas au modèle, parce que forcément, même si en général le modèle permet d'avoir l'adoption de la grande majorité des personnes, on a toujours des personnes qui sont très réfractaires au changement. Comment on gère ces personnes-là ? C'est une vraie problématique RH qu'il ne faut pas négliger. La gouvernance. Concernant la gouvernance, encore une fois, sur le pilote, on a une gouvernance qui est locale. Quand on va généraliser, on va toucher la gouvernance au plus haut niveau de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on va toucher la façon de travailler les budgets. On va essayer de sortir d'une organisation de budget par projet pour avoir des budgets par flux de valeur, pour garantir la production de valeur pour l'entreprise, pour avoir de la stabilité dans les équipes. Et ça, c'est des changements qui sont importants dans la gouvernance de l'entreprise. Les achats, on en a parlé tout à l'heure. La façon dont on contractualise a des impacts forts sur l'adoption des pratiques agiles par le prestataire et entre le prestataire et le client. Il faut faire attention à la façon dont on contractualise. Et ça veut dire qu'il faut aussi faire évoluer la mentalité au niveau des achats. Il faut toucher les achats pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas avoir des contrats qui soient trop rigides. Il faut accepter un partage de responsabilités et il faut accepter de co-construire avec son prestataire. La logistique, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. C'est quand on est sur notre pilote, on est sur un... Allô ? Ouais. Quand on est sur le pilote, on est sur un nombre restreint de personnes. Quand on généralise, il va falloir avoir des lieux pour rassembler un nombre important de personnes. Il va falloir gérer tout ce qui est rapprochement de personnes et dynamique de ce rapprochement, de façon à ce que ça soit pas des freins et des blocages. Et quand on généralise aussi, autant sur un pilote, on peut imaginer avoir un pilote avec l'ensemble des personnes qui sont colocalisées. Quand on va généraliser, forcément, tout le monde ne sera pas colocalisé et il faut anticiper sur les problématiques de communication, les outils de communication. Les instances représentatives du personnel sont souvent peuvent être un frein et ça c'est quelque chose en fait qu'on ne voit pas encore dans le pilote puisque c'est une expérimentation, ils ne sont pas forcément impliqués. Par contre, quand on va généraliser, il va falloir les impliquer et là, il va falloir vraiment penser à les intégrer le plus tôt possible, à les former et à ne pas les mettre devant le fait accompli, mais à co-construire avec eux la transformation de façon à faciliter l'acceptation.
Concernant le système d'information, quand on est sur le pilote, on a sélectionné notre pilote en général. On est sur un périmètre technique qui est propice à l'agilité. Quand on va généraliser, on va être obligé de rentrer dans le legacy. On risque de tomber sur des codes monolithiques sur lesquels il est difficile de travailler à plusieurs, sur lesquels il est difficile de découper le travail de façon verticale. Donc on va être obligé de repenser une certaine partie de l'architecture et de notre legacy pour être en mesure d'avoir tous les bénéfices de l'agilité et être en mesure de pouvoir délivrer régulièrement par des équipes différentes de la valeur. Et donc là, il y a un travail d'architecture et il ne faut pas négliger non plus le temps et le besoin de refactoring de l'existant pour être dans les principes de l'agilité. Donc voilà, donc, ce qu'on vient de voir là, c'est qu'on a beau avoir fait un pilote, avoir réussi un pilote, ça ne veut pas dire qu'on a fini. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout. On a encore tout un tas de problèmes et de nouveaux problèmes qui vont apparaître. Donc, ce que je vous présente ici, en fait, c'est le déploiement qui est proposé par SAFe. Donc, SAFe est un exemple. Ce déploiement-là ne fait que reprendre les différentes étapes de Cotter. C'est juste, j'ai repris ce slide-là juste parce que c'était pratique de pouvoir discuter à partir de là. Donc, si on reprend cette présentation-là, on pourrait se dire que ici, en fait, tout ça, ici, on a lancé notre premier train, notre première tribu, notre premier domaine, vous appelez ça comme vous voulez. On l'a lancé ici. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant le pilote. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'au final, quand on a lancé notre pilote, on en est à ce stade de la transformation ici. Et donc il ne reste plus grand-chose à faire. En fait, en regardant ce slide-là, on peut se dire qu'on est quasiment arrivé au bout de notre transformation. Le problème, c'est qu'on n'en est pas vraiment là, en fait. À la fin de notre pilote, on en est ici. Pourquoi on en est ici ? Parce que notre pilote, comme je vous l'ai dit tout à fait au début, en général, quand on lance un pilote, on veut le lancer rapidement. On veut le lancer rapidement, donc on va passer rapidement toutes ces premières phases, qui sont des phases cruciales de définition et de découpage de nos équipes, et de rassemblement de nos équipes pour pouvoir lancer rapidement notre train, notre tribu. Et on va aussi définir son domaine par rapport aux gens qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avancer, puisque nous, on a envie de réussir. D'accord ? Quand on va généraliser, ça ne va pas être la même chose. Donc, une fois qu'on a terminé le pilote, qu'on a validé notre pilote et qu'on se dit ça pourrait peut-être être intéressant de généraliser et d'appliquer ce qu'on a appris sur ce pilote de façon plus générale, il faut qu'on reparte de là et qu'on reprenne les étapes les unes après les autres de façon un peu plus approfondie que ce qu'on a fait quand on a défini notre pilote. Alors, quand on rentre dans une transformation, en fait, dans une transformation importante, on va passer généralement par ces 3 grandes étapes. C'est ridicule, c'est dangereux, c'est évident. Alors, pour ceux qui ont, on va dire, la maturité, pour avoir connu les débuts de l'Internet, par exemple. Au tout début, quand on commençait à parler de l'Internet, en se disant tout le monde va être connecté, tout le monde va avoir une machine branchée sur le réseau, c'était complètement ridicule. Moi, quand j'étais ado, que j'en discutais avec mes parents, il était hors de question, ça ne servait à rien, c'était ridicule.
Ensuite, on a passé une phase où l'Internet était dangereux. Alors, moi, je me rappelle, alors, cette phase-là, je commençais ma carrière, et je me rappelle de certains de mes clients qui avaient le câble réseau, qui branchaient pour aller faire quelque chose sur Internet, et dès qu'ils avaient fini, ils débranchaient, parce qu'Internet, c'était dangereux. Parce qu'Internet, on pouvait tout leur voler, on pouvait leur voler leur vie, on pouvait infester leurs ordinateurs, il fallait surtout pas s'y mettre, en fait. Aujourd'hui, c'est évident. Aujourd'hui, qui a un ordinateur qui n'est pas branché sur Internet? On a bien passé ces 3 phases-là. Dans notre transformation, notre pilote, il va permettre de passer du stade « c'est ridicule, ça ne marchera pas chez nous, on a une structure trop rigide pour faire de l'agilité » à l'étape suivante qui est de dire « oui, ça peut peut-être marcher, mais alors ça va être dangereux parce que qu'est-ce que je vais devenir? Que va devenir mon poste? Que va devenir mon service? Comment est-ce qu'on ne va pas déstabiliser complètement l'entreprise en passant à l'agilité ?» Donc on est dans cette phase-là, après le pilote, et il faut être très vigilant de passer cette phase-là le plus rapidement possible. Il faut arriver à rassurer, il faut arriver à s'assurer qu'on ne démobilise pas tout le monde en leur faisant peur. Et pour ça, il y a 2 outils qui sont utiles pour ça. C'est communiquer et ne pas lâcher la communication et montrer qu'on a une méthode pour y arriver. Alors notre méthode, elle est là. Ça, c'est quelque chose qui va parler à des dirigeants d'entreprise, à des managers, qui va avoir tendance à les rassurer parce qu'ils vont voir qu'on sait où on va. Donc ce que je vous propose, c'est de rapidement voir ces différentes étapes. Ce que je me suis amusé à faire, c'est de vous rajouter les différentes étapes de Kotter pour mener une transformation sur ce schéma, pour bien vous montrer que ce schéma-là, ce n'est rien qu'une implémentation de la transformation de Kotter. Donc j'ai passé rapidement la première étape qui était le go, c'est on est prêt à partir. On est prêt à partir, pourquoi? Parce qu'on a vraiment conscience qu'on n'a pas d'autre choix que de changer pour sauver notre peau, ou qu'on a une impulsion managériale suffisamment forte pour entraîner les personnes dans le changement. La première étape, c'est la formation. C'est former une coalition. Donc on va former des leaders d'opinion, des gens qui vont être des leaders dans l'entreprise pour leur expliquer ce que va être la transformation qu'on va mettre en place, de façon à ce qu'ils puissent diffuser dans leurs différents services, dans leurs différentes équipes, répondre aux questions et donc diffuser l'information. On est sur le communiqué de tout à l'heure, donc on va former un ensemble de personnes qui vont être capables de communiquer et on va former aussi tous les leaders, tous les gens qui sont là pour être sponsors de cette transformation afin qu'ils comprennent bien là où on va amener l'entreprise. L'étape suivante, c'est définir la vision. C'est définir comment on va appliquer le modèle qu'on aura choisi dans notre entreprise de façon concrète. C'est une phase qui est super importante. Renaud Chevalier a fait ce matin une présentation qui était dédiée à cette phase-là, qui s'appelait « Comment identifier mes tribus en 15 minutes », je crois, ou en 4 étapes, qui détaillait en fait comment on arrivait à construire et à découper l'ensemble de l'entreprise en groupes homogènes qui permettent de porter une vision et qui permettent de porter une valeur. Et ça, c'est un élément crucial et c'est souvent un élément qu'on passe très rapidement quand on va faire notre pilote, parce que notre pilote, on l'a déjà en tête en fait.
parce qu'on sait ce sur quoi on veut expérimenter. Mais quand on va généraliser, peut-être que notre pilote, c'était pas le bon, c'était pas une équipe cohérente, et peut-être qu'on va le redécouper les équipes qui participaient à ce pilote pour s'intégrer dans une transformation d'entreprise globale. Ensuite, on a un ensemble d'étapes qui est inciter à l'action. C'est-à-dire que là, on va aller chercher les gens et on va leur expliquer comment on va concrètement se mettre en mouvement. Donc, on va travailler encore sur de la formation, mais là, sur de la formation sur les premières équipes qu'on va lancer. On va être sur des formations un peu plus concrètes, un peu plus dédiées aux différents rôles. Et on va surtout définir concrètement qui va jouer quel rôle, comment ça va fonctionner, et ainsi de suite. Donc là, on donne du concret aux personnes, en tout cas aux premières personnes qui vont partir dans la transformation. L'étape suivante, c'est qu'on va démontrer en fait des réussites à court terme, c'est-à-dire qu'on va lancer quelque chose et on va s'attacher à communiquer encore une fois, toujours communiquer, sur toutes les petites victoires qu'on peut avoir, sur tous les essais qu'on fait qui fonctionnent. Ensuite, on a notre étape suivante qui est bâtir sur les résultats pour accélérer le changement. Et c'est à ce moment-là qu'on va lancer d'autres tribus, d'autres trains, d'autres domaines. On va y aller petit à petit. On commence petit à petit. Et plus on avance, plus on peut accélérer le déploiement. Mais il faut commencer petit pour ancrer, pour identifier facilement des victoires qui vont entraîner des personnes qui étaient un peu plus réticentes à rentrer dans la transformation. Et la dernière étape qui est juste un petit cadre, mais qui est une étape qui peut être relativement longue, c'est l'ancrage de la culture, c'est l'ancrage de ces changements. Pour changer la culture, il faut changer le comportement. Et pour changer le comportement, il faut de l'habitude, il faut de la présence et il faut de l'accompagnement sur le long terme. Donc voilà, j'en ai fini. Pour conclure, le message c'est attention, le pilote n'est pas la première étape de votre transformation, c'est juste un moyen de lever un certain nombre de risques, de s'assurer qu'on est en mesure d'appliquer dans l'entreprise ce type de framework et surtout de définir et de concrétiser une vision de cette transformation en donnant un exemple de ce que pourrait être le fonctionnement de l'entreprise à 1 ou 2 ans dans le futur. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Comment on sélectionne les personnes pour former la coalition ? Alors, l'idée de la coalition, c'est d'avoir un petit groupe de personnes. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 10 personnes, entre 5 et 10 personnes. Et l'idée est d'avoir des personnes qui puissent rayonner dans tous les domaines de l'entreprise, en fait. C'est pas avoir... Il faut avoir c'est intéressant d'avoir des leaders dedans, des managers, parce qu'en fait, ils vont amener une force dans la direction dans laquelle on veut aller. Mais il faut aussi avoir des gens qui sont dans les équipes, parce qu'en fait, ce qu'on va chercher de ces personnes-là, c'est qu'elles transmettent la parole de la coalition, c'est qu'on puisse, au sein des équipes, avoir des référents vers lesquels les gens peuvent se retourner pour poser des questions, pour échanger,
Mais ça va être des échanges à la machine à café, ça va être des échanges informels. C'est pas forcément des choses très très structurées en fait. Dans la continuité, c'est officiel ou c'est officieux cette coalition? Ah, c'est officiel. C'est officiel parce qu'il faut que ces personnes soient identifiées par tout le monde. Est-ce que vous recommandez automatiquement une phase pilote avant la gênée? Oui, je pense que oui, parce que dérouler le S tel qu'il était présenté, et en particulier passer la phase d'identification des flux de valeur et du découpage en fait, des tribus et des trains, c'est une phase qui est assez cruciale, dont va dépendre en grande partie la réussite de la transformation. Et le fait de faire le pilote permet à tout le monde de mieux comprendre vers quoi on veut les amener en fait, et à quoi ça va servir. Pas d'autres questions? Ça va marcher. Bonjour. La généralisation. Bon, ça marche pas. La généralisation, ça ne peut pas se faire en une seule fois, en fait, à l'échelle d'une très grosse entreprise. Donc il y a bien un moment donné, en fait, il y a une partie de l'entreprise qui peut être dans le nouveau modèle et une partie dans l'ancien. Comment faire cohabiter les deux? C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est difficile de faire un Big Bang. Hein. Parce que pour plusieurs raisons, hein, c'est déjà faire un Big Bang. Là, pour le coup, on déstabilise toute l'entreprise. Quand on va partir, en fait, dans la volonté d'adopter la transformation des personnes, en fait, tout le monde n'est pas au même niveau. On va avoir des gens qui veulent se transformer, qui vont être moteurs. On va avoir des gens qui vont être plus réfractaires. Ces personnes réfractaires, on va les amener parce qu'ils vont voir que les autres changent, parce qu'ils vont voir que que l'autre mode de fonctionnement, c'est pas si mal que ça, et que ça fonctionne. Et petit à petit, en fait, ils vont être tirés par le groupe. Si on y va tous en même temps, ces personnes-là, on va les forcer, et ça, c'est pas bon. Et en plus, les problèmes qu'on va rencontrer, on va les rencontrer partout, plutôt que d'essuyer les plâtres sur un petit groupe de personnes et capitaliser, faire de l'amélioration continue et faire bénéficier de cette amélioration aux autres au fur et à mesure. Merci beaucoup.